Donc ils votent Macron, et je leur avais dit, Macron élu, 6 mois plus tard, la France est dans la rue. Vraiment, ce type-là va faire une politique désastreuse qui va être au bénéfice vraiment des ultra riches, hein, même pas de la classe moyenne privilégiée, vraiment des ultra riches. Et les gens d'en bas, ils vont pas supporter. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, abonnés de notre application YouTube qui a dépassé, je le dis, je le répète, les 500 000 depuis une semaine à peu près. Et donc, évidemment, on est très contents. On a fêté cet anniversaire et c'est grâce à vous que nous connaissons ce succès. Merci d'être présents, merci d'être au rendez-vous, fidèles, chaque semaine plus nombreux pour une édition du Grand Entretien. Aujourd'hui, on va parler questions sociales, on va parler de la France, on va parler de ses terroirs, on va parler de ses habitants aussi. Et pour cela, je reçois François Boulot. Bonjour François. Bonjour Régis. Alors pour vous présenter, vous êtes très marqué gilet jaune, vous avez été porte-parole de ce mouvement polymorphe, mouvement qu'on n'espérait pas, qui est arrivé un petit peu un matin comme ça, à cause d'une hausse du diesel. Ouais, de la taxe sur le carburant. C'est ça qui a été, qui a été, c'est là où c'était intéressant, au début du gouvernement Macron en fait. Donc il y a eu un timing, il y a eu cette révolte. Comment ça s'est passé d'abord pour vous? Est-ce que vous aviez senti que ce mouvement était différent des autres, des luttes syndicales dont on avait l'habitude, de ce qu'on appelle des journées d'action, les manifestations, même si parfois elles peuvent provoquer un blocage du pays? Comment vous avez ressenti cette particularité des Gilets jaunes et en quoi ce mouvement était-il singulier? Moi, à l'époque, un peu avant l'élection de Macron, ça faisait quelques années que je me politisais, et tout seul un peu dans mon coin. Et j'avais senti, mais comme d'autres, vraiment une colère sourde dans le pays. Et je disais à mes amis à l'époque, qui pour beaucoup avaient voté Emmanuel Macron, hein, j'évolue dans un milieu quand même, à l'époque d'avocats, voilà, des professions libérales et tout ça. Donc ils votent Macron, et je leur avais dit, Macron élu, 6 mois plus tard, la France est dans la rue. Vraiment, ce type-là va faire une politique désastreuse qui va être au bénéfice vraiment des ultra riches, hein, même pas de la classe moyenne privilégiée, vraiment des ultra riches. Et les gens d'en bas, ils vont pas supporter parce qu'on voit une arrogance, un mépris déjà chez Emmanuel Macron à l'époque. Bon, je me suis trompé d'1 an, puisque ça a pris 1 an et demi pour que le mouvement des Gilets jaunes se déclenche. Et je pense que oui, ça a été un mouvement tout à fait historique en ce qu'il a pris une forme qu'on n'avait jamais vue, qu'il a réuni des gens venus de partout, de droite, de gauche, des abstentionnistes, enfin, il y avait de tout. Et moi, à l'époque, je suis allé voir au début sur le rond-point à côté de chez moi ce qui se passait. Puis je discute un peu avec les gens, et alors au début, bon, j'arrive avec ma tête de premier de la classe, ils me prenaient pour un membre DRG ou un journaliste. Après, bon, ils ont vu que... C'est vrai que ça peut, voilà. ça peut tromper. Donc au début, c'était ça. Mais bon, rapidement, on discute, et puis finalement, ils voient que j'essaie de comprendre, voilà, que je m'intéresse sincèrement à ce mouvement, voilà. Et en fait, franchement, ils m'ont un peu, à ce moment-là, comme disait Todd, ils m'ont redonné ma fierté d'être français. Et c'était vraiment le sentiment que j'avais. C'est-à-dire que les symboles qui étaient mobilisés sur les ronds-points, c'était le drapeau, c'était le slogan « Liberté, égalité, fraternité », c'était la Révolution française. Vraiment, les gens se projetaient là-dessus. Et donc, avec des méthodes de chouan quand même, quelque part. Ouais, mais... Un côté un peu insurrectionnel. Oui, un côté insurrectionnel, on un bloque côté les routes, bravache, voilà. un côté, je veux dire, il y avait de la fougue et du panache quoi, dans le mouvement, hein, et de la détermination. Mais il y avait de la solidarité et de l'entraide. Voilà, aussi. et de la solidarité et de l'entraide, et c'est ça. On disait, sur les ronds-points, on a retrouvé la fraternité, maintenant on va aller reconquérir la liberté et l'égalité. Bon. Et moi, ce qui me touchait au plus profond, il y avait 2 choses. La première, c'était les situations personnelles. Les gens qui étaient sur les ronds-points, franchement, il y avait des gens vraiment... Moi, je ne savais pas où mettre quand ils me racontaient leur histoire. C'était des histoires d'une tristesse. Voilà, ils étaient dans des difficultés épouvantables, matérielles, de santé, etc. Et souvent, ils concluent en disant « mais bon, on n'est pas les plus à plaindre ». Franchement, moi, je ne savais plus où me mettre. Donc, il y a des gens vraiment qui m'ont énormément touché. Et puis, la deuxième chose, c'est que, pour une fois, depuis très longtemps, il y avait un mouvement qui portait des revendications universelles. C'est-à-dire que les gens disaient « nous, on se bat pour tout le monde ».
Et on se bat aussi pour nos enfants et nos petits-enfants, pour les générations futures. C'était pas, comme je pouvais le voir dans les mouvements notamment des avocats, quand il y avait des réformes contre la justice, ou d'autres, des mouvements corporatistes. En fait. Et la société française, elle est prise beaucoup là-dedans. Les mouvements sont des mouvements corporatistes où en fait... Oui, la grève de la CGT, de la CGT déjà d'un syndicat souvent, de la SNCF qui bloque tout le reste pour ses intérêts, presque des grèves réactionnaires quelque part. Après, elles peuvent être justifiées. Pour conserver un acquis. Oui, c'est ça, c'est pour conserver des acquis. Alors, elles peuvent être tout à fait légitimes. C'est-à-dire que moi, quand les cheminots ils font grève, la plupart du temps, quand il s'agit en tout cas de lutter contre la privatisation du rail, je suis d'accord avec eux, il n'y a pas de problème. Mais simplement, les gens ne se mettent en mouvement que quand c'est pour quand même préserver des acquis à eux. Là, les Gilets jaunes, ils étaient dans un objectif de vraiment à portée universelle, à portée générale. Ils se rendaient bien compte que là, il fallait mettre un stop aux gouvernants qui n'arrêtaient pas de prendre des mesures, des réformes qui pourrissent la vie des gens et qui pourrissent la vie des 99%, et ça au détriment des 1% les plus riches, ou même des 0,1, voire des 0,01% les plus riches. Donc c'était ça, le mouvement des Gilets jaunes, et c'est pour ça que je m'y suis engagé avec grande détermination et que j'ai fait à l'époque tout ce que j'ai pu, mais comme tous les Gilets jaunes, hein, je veux dire, on a donné beaucoup d'énergie. Alors, deux questions sur ce mouvement. Est-ce que globalement, parce que la question qu'on se dit, c'est on ne l'avait pas vu venir. Et on ne l'avait pas vu venir, est-ce que finalement il correspond à une réalité de notre époque qui n'a absolument pas disparu, qui est qu'une partie de la classe moyenne a glissé dans la pauvreté sans qu'on s'en aperçoive, parce que justement on n'est pas les plus à plaindre. C'est-à-dire que, quand je dis une partie de la classe moyenne, des gens qui ont payé leurs impôts toute leur vie, qui ont payé leurs amendes, qui n'ont pas de problème avec la justice, mais qui, le 11 du mois, n'arrivent plus à nourrir leurs enfants, globalement. Bien sûr, en fait, tout simplement, il y a une réalité qui est niée aujourd'hui par les élites du pays, c'est que le pays est en déclin. Est en déclin économique, et en fait, c'est même l'Europe presque tout entière qui, depuis la grande crise de 2008, la crise des subprimes, a commencé un déclin. Donc la baisse du niveau de vie, parce que c'est de ça dont il s'agit, elle a touché les 10% les plus pauvres dans les années qui ont suivi la crise de 2008. Et en fait, dès 2019, on était déjà à 30% de personnes qui étaient touchées par cette baisse du niveau de vie. Et puis pour ceux qui n'étaient pas encore touchés à ce moment-là, ils ont été touchés là dans les années récentes par l'inflation, notamment. Évidemment, il y a le coût du logement aussi, qui a joué énormément dans le fait que les budgets maintenant sont très comprimés. Et le problème, c'est que les gouvernants continuent d'appliquer la même politique. C'est-à-dire les recettes qui ne fonctionnent pas, on se dit, comme en URSS à l'époque, non, mais il faut aller plus loin. On n'est pas allé assez loin, il faut qu'on aille encore plus loin. Ah oui, mais non, à un moment donné, stop. Parce qu'en fait, on voit, il y a un double effet en fait, sur la production et la répartition des richesses. C'est-à-dire qu'en termes de production, le pays est en déclin. Alors oui, il y a une croissance assez faible, mais en fait, si on regarde le PIB par habitant, c'est assez critique. On est passé, en termes de richesse par habitant, au 10e rang en Europe, et on est comptabilisé dans les pays du Sud maintenant. Voilà, donc on est déclassé. Clairement, si on regarde le PIB par habitant, on est déclassé. Donc au niveau de la production, c'est normal, puisqu'on s'est désindustrialisé massivement et qu'on n'arrive pas du tout à réindustrialiser, et on ne pourra pas le faire dans le cadre contraint des règles de l'Union européenne, avec l'euro et le marché unique européen qui consacre le libre-échange, lequel favorise les délocalisations des usines dans les pays de l'Est. C'est contradictoire. C'est impossible, en fait. C'est impossible. La seule politique qu'on puisse faire, une fois qu'on a accepté ce cadre-là, c'est la politique de Macron. C'est-à-dire compresser les salaires, baisser le coût du travail au maximum. Ça, c'est très bien. Ça favorise le capital, c'est-à-dire ça favorise les grandes entreprises, pas les gens, en fait, pas les travailleurs. Comme vous avez vu le mouvement de l'intérieur, il y a une question qui me taraude depuis longtemps. Est-ce que vous pensez que l'État, le gouvernement, a vraiment eu peur, a cru qu'il allait être renversé, d'où peut-être cet excès de zèle à mater l'insurrection, on va dire, cette négligence pour tout ce qui se passait sur les ronds-points de manière au niveau communicationnel à mettre en avant ce qui se passait sur les Champs-Élysées, et que finalement il y a à la fois un arsenal de communication et de répression judiciaire particulièrement dur qui s'est mis en place à ce moment-là. Ah mais le pouvoir a été terrifié par le mouvement des Gilets jaunes, parce que là c'était la foule haineuse, c'est l'expression d'Emmanuel Macron. Donc vraiment ils ont été terrifiés parce que c'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas d'interlocuteur. On parle des ronds-points qui seraient passés sous les radars.
Mais en fait, oui, au niveau communication. Ouais. Mais par contre, tous les jours ou tous les 2 jours, on envoyait les bulldozers et les policiers pour casser les cabanes, déloger les gilets jaunes sur les ronds-points. Je veux dire, moi, à l'époque, j'étais sur le rond-point des Vaches à Rouen, et je ne vous dis pas le nombre de fois que les policiers sont venus, ils ont tout cassé, ils sont venus avec les camions et tout ça. Là, c'était les policiers qui cassaient. Donc on ne les montrait pas trop. Moi, je vais vous dire, j'ai connu ce phénomène de l'intérieur, puisque j'étais directeur adjoint enfin, j'ai connu le phénomène, sa transcription au niveau de la communication et du journalisme, parce que j'ai été directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Et ça m'a toujours surpris d'avoir toujours essayé de pousser ma direction, les gens qui étaient au-dessus de moi, à envoyer plus de gens sur les ronds-points. Et on me disait finalement, non, on va faire ce qui s'est passé samedi sur les Champs-Élysées, basta. Ah oui, parce que ce qui intéressait, c'est la violence qu'il y avait à ce moment-là, notamment en novembre-décembre. Le noyautage par les Black Blocs, etc. Et c'est ça. Et puis bon, c'était des images assez spectaculaires. Et donc, bon, j'imagine que c'est ça qui faisait vendre. Oui, mais c'est un peu comme si il fallait montrer ça bien sûr, parce pour discréditer le reste. Bien sûr, parce que le discours... Moi, je le regrette. Hein. C'est un de mes grands regrets éditoriaux, c'est de ne pas avoir assez couvert les gilets jaunes des ronds-points. Mais le discours à l'époque, je me souviens des mots de Christophe Castaner, qui était ministre de l'Intérieur, c'était de dire que les gilets jaunes, c'était des séditieux, des factieux. Voilà. Et en fait, ça, c'était un discours pour encourager la répression policière. Clairement, on a donné carte blanche à ce moment-là à l'institution de la police, alors que c'était un problème politique. On pouvait pas le régler. La police ne pouvait pas régler ce problème. Il fallait répondre politiquement aux revendications des Gilets jaunes. Donc là, en quelque sorte, si vous voulez, on a demandé une tâche très ingrate aux policiers, mais pour qu'ils acceptent de l'accomplir, on leur a donné carte blanche. Et ça a donné une trentaine de mutilés, des personnes qui ont perdu une main ou qui ont perdu leurs yeux. Donc ça a été une répression barbare du mouvement, où on tirait à vue. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une seule personne qui a été mutilée qui a été condamnée pénalement. Donc, on a mutilé des innocents. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire « Ouais, mais attendez, cette personne-là était en train de commettre des exactions et donc… on ne peut même pas le dire. Ça ne justifierait pas la mutilation, mais on ne peut même pas dire ça. Ces personnes, aucune n'ont été condamnées pénalement à ce moment-là. Donc, je me souviens même de vidéos où des personnes sont en train de discuter. Je crois que c'était Place d'Italie. Il y en a un qui se prend… C'est Manuel Timili. Voilà, c'est ça. Exactement. Qui est en train de discuter, il n'y a rien qui se passe, c'est calme, la manifestation n'a même pas encore commencé, et paf, un tir de je ne sais plus comment ça s'appelait. Oui, alors là, c'était Le Monde avait montré que ce n'était pas un tir de LBD, que c'était un tir d'un lanceur de grenades lacrymogènes, simplement qui n'avait pas été utilisé conformément à l'usage, c'est-à-dire qu'en principe, le policier doit faire un tir en cloche, et là, il avait inversé le dispositif de tir pour faire un tir tendu. Voilà, exactement. J'y étais, moi, à cette manifestation, c'était l'anniversaire des Gilets jaunes, et en fait, je me souviens très bien que la police en fait avait enfermé les gens sur la place d'Italie et ils envoyaient des gaz lacrymogènes. Bon, évidemment, en fait, quand on fait ça, c'est la NAS, la fameuse pratique de la NAS. Bah oui, forcément, les gens essaient de sortir. Et donc, il y a des affrontements qui se font parce que même des gens qui venaient là pacifiquement au départ, si vous les enfermez et que vous leur envoyez des gaz lacrymogènes sans arrêt, c'est irrespirable. Évidemment, vous avez envie de sortir. Bien sûr. Et sauf que vous allez voir, à chaque endroit, les policiers vous disent « Non, mais vous pouvez sortir là-bas. Vous y allez « Non, c'est là-bas. Non, c'est là-bas. » Vous voyez, donc à force de tourner au bout d'un moment, évidemment, mais tout ça est voulu par la préfecture à ce moment-là. Le but, c'est de casser un maximum le moral des gens pour qu'ils rentrent chez eux et que surtout ils arrêtent de manifester. Voilà, c'était ça la stratégie. Alors le mouvement s'est quelque peu essoufflé. On a cru début septembre, avec le 10 septembre, qu'on allait remettre une pièce dans le jukebox et que ça allait repartir parce que les conditions n'ont pas vraiment évolué. Parfois même elles se sont empirées. Est-ce que vous pensez que les Français ont toujours cette capacité instinctive à se révolter ou qu'il y a une sorte de lassitude qui s'est créée et que finalement le pouvoir joue là-dessus il joue la montre, quoi? Moi, je crois qu'effectivement, les Gilets jaunes ont montré que le peuple de France n'est pas mort. Et qu'effectivement, il y a une capacité à se révolter qui est là et qui est toujours présente, à mon avis. En revanche, dans la séquence, je n'étais pas extrêmement optimiste sur le 10 septembre parce que je pense qu'on est dans une période un peu molle où on attend en fait la fin du régime Macron et on sait que il ne reste plus très longtemps. Il va rester encore 1 an et demi. Un an et demi, c'est toujours trop. Mais bon, on n'est plus très loin de la fin et donc
C'est très coûteux là d'aller rentrer dans un mouvement social où il faut donner de l'énergie, de son temps. C'est ça. Ça coûte de l'argent, du temps. Et puis pénalement, ceux qui ont déjà participé ont morflé. Exactement, il y a eu beaucoup de sacrifices déjà. Donc, entre guillemets, ça ne vaut pas le coup de partir au combat 1 an et demi de la fin de… Bon. Maintenant, c'est comme ça que… là, je parle de la perception des gens. Moi, je pense que quiconque sera élu dans 1 an et demi, ça ne va pas changer grand-chose. Déjà parce qu'on est dans une paralysie institutionnelle qui, à mon avis, s'est installée pour quelques années. Parce que quiconque sera élu, je pense, n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement dans les conditions actuelles. Et en plus de ça, il faut le dire, l'Union européenne est un cadre qui nous contraint très fortement, avec des recommandations qui sont en fait des injonctions de la Commission européenne. Et si on est en procédure de déficit excessif, qui a été ouverte à l'encontre de la France, ça veut dire que si la France ne fait pas les économies que Bruxelles réclame, si la France ne fait pas, notamment, ce n'est pas que des économies sur le principe. L'Union européenne nous dit, il faut réformer votre régime de retraite, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut couper dans les dépenses sociales et tout ça. Si vous ne le faites pas, on vous sanctionne financièrement. Donc, quiconque sera élu sera contraint par le cadre de l'Union européenne. Et donc, je veux dire, la politique d'austérité et la dégradation de l'économie française et donc du niveau de vie des gens va se poursuivre dans les années à venir si à un moment donné il n'y a pas une rupture qui s'opère. Alors une grande partie des Gilets jaunes, je crois que c'était à peu près 35%, ce qui correspond d'ailleurs à une représentation assez fidèle de l'électorat français, étaient plutôt sympathisants du RN. Est-ce que si le RN arrive au pouvoir dans 2 ans, vous voyez un changement allant dans le sens des revendications des Gilets jaunes ou pas? Puisque Marine Le Pen est quand même classée très à gauche, donc souvent par ses détracteurs à droite d'ailleurs, ceux qui prônent l'union des droites. Comment vous voyez cette arrivée si elle doit avoir lieu? Moi je crois que déjà que Marine Le Pen n'aurait pas de majorité à l'Assemblée nationale. En tout cas j'ai un sérieux doute là-dessus. Mais surtout le Rassemblement national a ces dernières années renoncé à un certain nombre de mesures sociales. Exonérer d'impôt sur le revenu les personnes qui ont moins de 30 ans, abandonnées. Sortir du marché européen de l'électricité, abandonné. Il y a tout un tas de mesures comme ça qui ont été abandonnées, mais surtout la logique de rupture avec l'Union européenne. Moi, je ne fais pas de morale, juste je regarde ce qu'ils proposent. Si on ne sort pas du cadre de l'Union européenne, en tout cas si on n'est pas dans une logique de rupture avec l'Union européenne, on ne pourra pas faire une autre politique économique. Ce n'est pas possible. Donc ce ne seront que des petits ajustements à la marge. C'est ce que donc, je reproche au Rassemblement national, mais c'est ce qu'on peut reprocher à gauche aussi. Je veux dire, le Parti socialiste, eux, ils sont pro-européens depuis toujours. Les écolos, je ne les entends jamais remettre en cause le cadre de l'Union européenne. La France insoumise, c'est plus flou. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils vont désobéir, mais sans dire concrètement où ils vont désobéir. Donc en fait, on voit un Rassemblement national qui a abandonné ses idées de rupture, une France insoumise qui est assez floue sur ça. Et en fait, comment leur en vouloir, entre guillemets? On a un système médiatique qui, depuis des années, mène une propagande mais monumentale pour défendre l'Union européenne. Et en fait, si vous voulez vous rapprocher du pouvoir, il faut abandonner toute idée de rupture. C'était déjà le choix qu'avait fait Jacques Chirac à l'époque pour pouvoir accéder à la présidentielle. Je veux dire, il avait abandonné les prises de position qu'il avait fait lors de son l'appel de Cochin, où il était entouré à l'époque de souverainistes, comme Marie-France Garot, je veux dire, des gens qui… C'est ce que Marine Le Pen fait au nom de la dédiabolisation. Exactement, exactement. C'est qu'en fait, en France aujourd'hui, il faut le dire, et depuis des années, si vous voulez accéder à la présidence de la République, si vous voulez accéder au pouvoir, il faut vous rallier à la construction européenne, sinon on vous mettra des bâtons dans les roues et on vous empêchera par tous les moyens. Sauf qu'à partir du moment où vous avez accepté cette soumission, vous avez consacré votre impuissance politique à changer les choses. Voilà. Dernière question sur ce sujet, avant de passer sur votre projet, enfin, ce que vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites actuellement. Qui incarne le plus les Gilets jaunes? Quelqu'un comme Philippot, par exemple? Quelqu'un comme Asselineau, des gens comme ça? Mais je crois qui veulent vraiment quitter l'Europe? Mais je crois que, vous l'avez dit, le mouvement Gilets jaunes, c'était un mouvement assez polymorphe, hétérogène. Il n'y a personne qui incarne les Gilets jaunes, plus qu'un, certainement pas, je dirais, des hommes politiques. À la limite, ceux qui l'ont incarné à l'époque, c'était les porte-paroles. Alors c'était Jérôme Rodriguez, Éric Drouet, Maxime Nicole, Priscilla Ludowski. Voilà, bon, j'en ai fait partie aussi, mais comme d'autres.
Et on n'était que des porte-parole, c'est-à-dire qu'on ne prétend même pas incarner, représenter à nous tout seuls le mouvement. Et je pense que justement, c'était quelque chose d'important. Les Gilets jaunes, ils voulaient pouvoir se représenter enfin par eux-mêmes et porter leur voix directement, et ne pas se faire confisquer la parole. Très bien. Alors maintenant, expliquez-nous un petit peu votre... vous faites quoi? Quelles sont les perspectives? Est-ce que vous êtes toujours impliqué dans ce mouvement? Est-ce que vous allez attendre que ça se passe, que les 1 an et demi de Macron se terminent? Et voilà, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'étais avocat et j'ai décidé d'arrêter ma profession l'année dernière, en fin d'année dernière, pour la raison principale que la condition de la justice était devenue épouvantable, parce que les délais sont très longs. Bon, ça, c'était pas nouveau. J'ai reçu Gilbert Collard hier à votre place. Il avait aussi une vision de la justice assez... Non, mais de toute façon, tous les avocats, je veux dire, de tous mes confrères, pour la plupart, je veux dire, me disent tu as bien fait d'arrêter. Nous, on ne le fait pas parce qu'on n'est plus très loin de la retraite, pour les confrères amis qui ont 50, 55 ans. Mais très franchement, en fait, les moyens sont tellement dégradés dans la justice que les magistrats croulent sous les dossiers. Et donc, ils n'ont plus les moyens de faire bien leur travail et on a donc de plus en plus d'erreurs, mais d'erreurs grossières qui sont faites dans les décisions de justice. Et donc moi, si vous voulez, je m'impliquais dans mes dossiers et en fait, je n'en pouvais plus dans certains dossiers, pas dans tous, heureusement quand même, mais dans certains dossiers, je veux dire, je me faisais ratatiner par un juge qui manifestement n'avait pas lu la décision de justice. Et en fait, on avait un peu le sentiment qu'il avait jeté une pièce en l'air et puis, voilà, c'est tombé du mauvais côté. Bon, donc j'ai décidé d'arrêter parce que je voulais retrouver un peu du sens à mon action et du sens à me lever le matin, à essayer de me dire, bon là, ce que je fais est utile. Et donc, ce que j'essaye de faire là, c'est de construire avec donc, le projet Praxis quelque chose qui permette de faire la différence, de nous sortir de nos dynamiques collectives actuelles. C'est-à-dire que je pars du constat que toute la politique en France, et la preuve, ça traverse un peu notre discussion, elle est construite, orientée autour du système électoral. Sauf que le système électoral, le problème, c'est que par définition, c'est une compétition où chaque parti politique a intérêt à la gagner. Et ça veut dire que compétition dit concurrence, et ça veut dire que tous les partis politiques, quels qu'ils soient, ont intérêt à se distinguer des autres. Donc à dire, c'est moi qui ai les meilleures mesures, et ce que propose mon concurrent, c'est n'importe quoi, ça ne tient pas, c'est dangereux, c'est tout ce que vous voulez. Et du coup, on est focalisé là actuellement sur nos désaccords dans la société. Donc il y a les gens de gauche, il y a les gens de droite, voilà, et on n'est que sur les désaccords en permanence. Et ça nous polarise, ce qui fait qu'on n'arrive plus du tout à discuter. Et en fait, on perd de vue quelque chose, à mon avis, qui est central, qui est essentiel, c'est qu'il y a plein de sujets sur lesquels nous sommes d'accord en réalité, dans le peuple, très largement. Je prends juste quelques exemples pour le montrer, mais prendre en compte le vote blanc dans le suffrage exprimé. Jamais entendu quelqu'un être en désaccord avec ça. Renationaliser les autoroutes qui ont été privatisées en 2005. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un scandale. On est tous d'accord pour renationaliser. Organiser la transparence totale des dépenses des élus. Alors c'est quoi Praxis? C'est un parti? Non, justement, le but c'est qu'il ne faut pas que ce soit un parti. Qui va prendre certains thèmes et qui va les pousser, un groupe de lobbying. Alors, très concrètement, ce sera un média indépendant adossé à une plateforme de vote en ligne. Ça, c'est les outils. Et l'idée, c'est quoi? C'est essayer de se servir de ça pour traiter tous les sujets. Alors, on va dire les sujets qui sont habituellement traités à gauche, l'économie, la démocratie, l'écologie. Traiter les sujets qui sont souvent traités à droite, l'immigration, l'insécurité, voilà. Et on va essayer d'avoir une approche constructive sur tous ces sujets-là. Et sur la plateforme, on va essayer de faire voter des mesures concrètes. C'est-à-dire qu'on va s'aider d'experts pour essayer de voter des mesures, pas simplement des déclarations d'intention, des objectifs un peu flous. Non, une fois que ces mesures seront votées, ça va aller où? Voilà, mais ça c'est la question. Aux députés, vous les envoyez, vous dites... L'idée, c'est que le but, c'est pas de faire un vote pour dégager des majorités, le but, c'est de dégager les consensus. Donc, à 50 ou 60% de vote favorable, c'est une majorité, ce n'est pas un consensus. À partir de 75% de vote favorable, là, on peut dire qu'il y a un consensus. Là, ça veut dire que ça dépasse les clivages traditionnels des partis politiques. Pour que ça fonctionne, la condition, c'est qu'évidemment, il faut qu'il y ait une représentativité sur la plateforme. S'il n'y a que des gens de gauche, ça ne sert à rien. Bien sûr, on ne saura que ce que pensent les gens de gauche. S'il y a que des gens de droite, ça ne sert à rien non plus. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une représentativité maximum sur cette plateforme. Et c'est pour ça que, venant des Gilets jaunes,
je me dis que je peux essayer de porter cette chose-là. Vous inculquez l'esprit qui va dire de l'expression souhaitée de tout le monde, qui était... vous essayez de déceler entre tous ces gens des plus petits dénominateurs communs, et ça vous dire, bon bah finalement vous êtes tous d'accord, essayons de pousser pour que ça marche. Exactement, et du coup après on va voir les pouvoirs publics, on va voir les médias, on va voir les partis, les péages. Par exemple, et on dit, écoutez, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous êtes toujours à vous taper dessus, etc. Vous arrivez maintenant à peine à former des gouvernements, bon, attendez, nous là, on s'est tous mis d'accord, on est d'accord sur ça. Donc vous le passez au vote, parce que ça fait consensus. Et puis ensuite, ce qui divise, on le tranchera aux élections. C'est le système qu'on connaît. Vous voyez, comme ça, au moins on avance, c'est-à-dire on dégage des points d'accord, on les fait passer dans la loi. Et pour ce qui nous divise, on reste sur le processus électoral qu'on connaît. Ça, Praxis s'en occupera pas. Alors, il me semble que politiquement, il y a quand même un vrai problème en France par rapport à cette attitude. Je mets quelques bémols. On est en Europe, il y a 27 pays, je crois que 23 sont gouvernés par des coalitions. C'est-à-dire des gens qui ont, dans l'exercice du pouvoir, l'habitude de composer avec les autres. En France, pas du tout. Qu'est-ce qui vous dit que, pour reprendre cette histoire de péage, si c'est porté par le RN, LFI va dire non, on ne va pas voter avec eux. Ou au contraire, un autre va dire oui, c'est LFI qui porte le projet, c'est les antisémites, j'en sais rien. Et du coup, cette incapacité qu'a le système français à, sur un certain nombre de sujets, faire des coalitions ou trouver un minimum commun, est-ce que ce n'est pas un obstacle à ce que vous souhaitez faire? Mais non, au contraire, je pense que c'est justement partant de ce constat-là qu'il nous faut cet outil-là. En fait, pourquoi il n'y a pas de coalition? Parce que la Ve République n'a pas été construite pour qu'il y ait des coalitions comme ça. Ça a été construit sur le fait majoritaire, avec le scrutin uninominal à 2 tours. Et donc, on avait des majorités dégagé des majorités larges. Voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas cette culture du compromis. Moi, je ne suis pas très favorable à cette culture du compromis de coalition parce que généralement, on arrive toujours à l'accord mou, en fait. Et on n'a pas du tout besoin de mollesse dans la période. On a besoin de rupture. Regardez les Italiens, ça marche pourtant. Ça marche, ça marche mieux qu'en France, c'est sûr. Mais après, bon, il faut partir de notre culture à nous. Et nous, en tout cas là, on a besoin de ruptures majeures par rapport à la politique qu'on conduit. Donc, la culture du compromis, je pense pas. Moi, je pense que ça nous recentrerait. C'est le macronisme, en gros. Oui, bien sûr. Bon, voilà, on a vu ce que ça a donné. Mais vous ne voulez pas faire du en même temps. Vous voulez faire. Non. Il y a ça et on est tous d'accord. Voilà, et en fait, après, moi je souhaite bon courage aux partis politiques. Si demain on est très nombreux sur la plateforme, très représentatifs, et qu'on dit attendez, nous on est d'accord là-dessus, bon courage au Rassemblement National, à la France Insoumise ou à je ne sais quel parti pour dire non, nous on ne va pas le voter. Pourquoi vous ne le votez pas? Oui. Vous voyez, et en fait, ça permettra aussi d'interpeller les partis. Et en fait, l'idée c'est que tout le monde puisse venir sur la plateforme, qu'il soit abstentionniste, électeur d'un parti politique, militant d'un parti politique, venez sur la plateforme, on dégagera les consensus, puis après vous pourrez aller demander des comptes éventuellement à votre parti si le parti ne reprend pas la mesure. Pourquoi il ne la reprendrait pas? Si on est tous d'accord, c'est une bonne mesure. Et après, on peut aussi se tromper. Vous voyez, si ça se trouve, imaginons on fait un vote et on est 80% à être d'accord. Il se trouve qu'on s'est trompé, parce qu'on n'a pas vu, il y a un truc qu'on n'a pas vu. Libre au parti politique qui ne voudrait pas reprendre la mesure de nous donner l'argument qui fait que « Ah, mais non, attendez, vous vous êtes trompé. » Ah, d'accord. À ce moment-là, on va repasser au vote. Et peut-être que là, on obtiendra un vote différent, vous voyez, mais au moins, on va cheminer, on va avancer ensemble et on va essayer d'être constructif. On va essayer de sortir, parce que à force d'être dans la concurrence, dans le système électoral, on voit bien comment ça se passe. On n'est plus sur les arguments d'idées, sur les discussions de fond. On est sur des polémiques, des attaques ad personam, etc. Bon, ça va pas bien loin. Donc là, c'est en revenir à un moment donné aux idées et en revenir aux solutions. En fait, le logo de Praxis, c'est une boussole, parce que le cap de Praxis, c'est de dire on va essayer de trouver les solutions pour le pays. Donc on va arrêter avec les débats stériles des positions, des prises de position des uns et des autres, des personnalités. On va essayer de trouver des solutions. Franchement, on en a bien besoin. Et vu l'urgence, on ne peut plus se permettre les pudeurs de gazelle de « Oh non, mais lui, on ne va pas l'écouter parce qu'il vient de tel bord politique. » Non, mais en fait, on va écouter toutes les idées d'où qu'elles viennent, puis on va voir celles qui marchent et celles qui ne marchent pas. Parce que là, vraiment, on est dans une telle panade qu'on ne peut plus se permettre le luxe de perdre du temps.
Alors François Boulot, où est-ce qu'on peut la trouver? Elle existe déjà cette plateforme? Non, on peut alors aller se renseigner, pour l'instant elle n'existe pas parce ouais. qu'on a lancé une campagne de financement sur le site Ulule. Et donc il y a un lien qu'on pourra peut-être mettre en commentaire bien sûr, ou en description. On le mettra sous la vidéo. Okay. Voilà. Et donc la campagne se termine le 17 novembre. D'accord. Donc là on est déjà en préparation évidemment de la plateforme. Il y a des techniciens, on a de nombreuses questions, comment sécuriser les inscriptions sur la plateforme, comment s'assurer de la diversité de la plateforme, comment on va l'héberger. Enfin, bon, il y a tout un tas de questions sur lesquelles on est en train de plancher. L'objectif, c'est qu'elle soit lancée au plus tard, en tout cas en version bêta, au mois de mars 2026. Parfait. Ça, c'est l'objectif prioritaire. Très bien, merci beaucoup. Je signale aussi votre passage assez régulièrement sur l'excellent média QG d'Aude Lancelin. Vous y animez aussi des débats et c'est aussi un média avec lequel Omerta et on fait beaucoup de choses ensemble régulièrement. Voilà, je tenais à le souligner. Et je voulais vous remercier infiniment d'être venu chez nous ce matin pour parler de ces gilets jaunes et des mouvements sociaux plus globalement en France. Quant à vous, j'espère que cette émission vous a plu, que vous reviendrez la prochaine fois encore plus nombreux pour y participer. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis portez-vous bien. À très bientôt.